Eh bien, bienvenue à tous. Merci d'être si nombreux. Ça fait plaisir sur un talk d'accessibilité de voir autant de monde. C'est parti, je m'appelle François-Xavier Lair, j'ai la chance de travailler dans l'équipe accessibilité de OnePoint. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Mastodon, mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler des utilisateurs. Quelques chiffres très rapidement, c'est pas l'objectif du talk, mais en France, une personne sur 7 de 15 ans ou plus est handicapée. Ça représente environ 14,5 millions de personnes. On considère, on annonce aussi que 20% des personnes se retrouvent en situation de handicap temporaire dans la vie. C'est quelque chose à garder en tête. Vous êtes peut-être valide, je ne sais pas. Il y a aussi 80% des handicaps qui sont invisibles. Mais si vous êtes valide là, c'est peut-être de façon temporaire. Ça représente 15% de la population mondiale et pourtant seuls 3 à 4% des sites sont accessibles. Côté cadre légal, ça fait ça fait plus de 21 ans qu'il y a des lois qui normalement nous obligent à rendre les sites accessibles. Malheureusement, on en est encore très loin, il n'y a que 3 à 4% des sites dont on parlait. Ça a été amendé en 2019 et c'est surtout en juin 2025, là où on a beaucoup reparlé, parce qu'il y a eu un élargissement des lois avec l'European Accessibility Act, qui a élargi un petit peu le périmètre des sites concernés, qui a élargi les sanctions, et surtout qui a mis en place des organismes chargés chargés de donner les sanctions. Jusqu'à présent, on peut avoir des amendes, mais il n'y avait personne qui pouvait te les donner. Donc, bon, forcément. Les formulaires. C'est un élément essentiel de notre site. En général, si on a un site, on a forcément des formulaires pour que les utilisateurs puissent faire des choses. Donc, c'est capital. Les formulaires, étiquettes, labels, facile. En fait, non. À la base, je voulais faire un quickie sur ce sujet. Je dis, bon, je vais faire une conf finalement. Et là, maintenant que j'ai terminé de préparer la conf, je me dis, j'aurais peut-être dû faire un atelier de 2 heures. Parce qu'en fait, rien que le RGA, il consacre 13 critères au formulaire. Le référentiel Opquest, il en dédie 30. Il y a vraiment plein de possibilités que ça parte mal. Et comme dit la loi de Murphy, en général, ça se finit mal. Petit exemple pour commencer. Là, on a un beau formulaire. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelque chose qui vous choque ou pas? Comment? Il n'y a pas de label. Exactement. Là, en fait, on a mis juste des placeholders. Et donc, si je commence à taper des trucs, je vois plus ce qui était attendu. Là, en l'occurrence, en fait, c'était pas mon prénom qu'on me demandait. Hop là, ouais, ça marche pas. C'était pas mon prénom qu'on me demandait, c'était mon nom. Donc j'ai interverti. En plus, on le voit là particulièrement sur une projection comme ça, les contrastes par défaut des placeholders, ils sont pas suffisants. Dès qu'on commence à saisir, on sait plus ce qu'on devait saisir. On n'a pas de repère visuel. Il n'y a pas de clarté si on doit relire les informations. Bref, ça va pour tous les utilisateurs, ça va rajouter beaucoup de charges cognitives. Pour les utilisateurs en situation de handicap, ça va potentiellement les gêner encore plus. Donc, c'est quelque chose à éviter. Il y a un critère RGA dessus d'ailleurs qui impose d'avoir des labels pour les champs. Ok. Donc, on va corriger ça. Hop, je rajoute un petit label. Pas là, mon formulaire, là, comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, alors je vois quelqu'un qui me fait un signe comme ça. Là, on a un autre problème, c'est un problème de proximité. Les champs sont pas accolés, les champs sont pas accolés à leur label. Et là, ça a posé problème à plusieurs catégories d'utilisateurs, notamment des utilisateurs qui ont des soucis de vision. Il y a des utilisateurs qui vont pas bien y voir, là même si je retire mes lunettes, qui du coup vont par exemple utiliser un zoom écran. Hop, ça marche. Wouh, voilà. Donc là, j'ai zoomé, je suis à 200%. Et sauf que mes labels, je ne sais plus à quoi ils correspondent. Alors je peux aller voir là. Ah oui, je les ai. Hop, c'est bon. Mais bon, vous voyez que ça va être très pénible. Je vais être obligé de faire des allers-retours. Ça va être compliqué de savoir qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc c'est aussi quelque chose à éviter. Ça concerne donc les utilisateurs de loupe, de zoom. Il y a aussi des utilisateurs qui ont des visions réduites, qui vont voir qu'une partie de l'écran ou qui ont des taches dans les yeux.
Bref, c'est problématique pour beaucoup de monde. Et même pour les utilisateurs valides, hein, en fait. On va être obligé de faire beaucoup plus d'allers-retours. Visuellement, ça va être... ça va, comment dire, ça va augmenter la charge mentale et ça va augmenter le nombre d'erreurs de saisie. Ok, donc, mes champs, je vais les accoler. Et puis maintenant, on va s'intéresser à une autre catégorie d'utilisateurs. C'est les utilisateurs qui naviguent au clavier. Alors, qui est concerné? Déjà, tous les utilisateurs qui ont des handicaps moteurs, parce que forcément, s'ils ne peuvent pas utiliser une souris, c'est pas une option. Les utilisateurs aveugles, parce qu'ils ne voient pas le curseur de la souris. Mais ça peut être aussi vous. On est tous des travailleurs du web ou de l'ingénierie, assis toute la journée avec une souris à la main. Et donc, on est assez sujet aux troubles musculo-squelettiques. Donc, ça peut être aussi une limitation temporaire. J'ai cassé ma souris, j'ai plus de batterie, j'ai joué au baby-foot de l'open space, j'ai le poignet foulé. Et voire même, alors je sais pas si dans la salle, on a pas mal de devs, je pense que je vais en avoir. Il y en a qui préfèrent naviguer qu'au clavier. Ouais, voilà. Donc voilà, ça peut être juste un choix de naviguer qu'au clavier. Donc les formulaires, ils doivent marcher au clavier. Si je reprends mon magnifique formulaire et que je commence à faire Tab et Shift Tab, on voit que j'ai vaguement mon focus qui se met dans le champ, on le voit pas trop. Mes radios, je sais pas, ils prennent pas le focus, j'arrive pas à les actionner. Et mon bouton d'action en bas, c'est pareil. Alors là, il y a plein de problèmes cumulés. Le premier, c'est que le... Ah, je suis pas sur la bonne slide. Ok, je fais un truc bizarre avec mon navigateur. Waouh. C'est ça. Ah ouais, merci. C'est que le focus a été désactivé complètement. Merci. Pourquoi on fait ça ou pourquoi on a fait ça? Pendant longtemps, il y a des designers ou des PO qui nous disaient oh là là, quand on clique sur ton bouton, il y a une petite bordure bleue, c'est moche. Et donc du coup, on mettait un outline on pour supprimer la mise en focus. Comme ça, quand on cliquait dessus, ça se voyait pas. Sauf que du coup, le focus se voyait plus du tout pour tout le monde. Et c'est ce qu'on avait ici. Le focus n'était pas visible. Là, je l'ai pas activé. Hop là. Là, je le réactive. Et tout de suite, c'est beaucoup plus clair. On voit où je me situe. Pour les champs de formulaire, c'est pas le plus impactant parce que on voyait tout à l'heure qu'il y avait une prise de focus. Mais pour les boutons, pour les éléments interactifs, si on a supprimé le focus, c'est la catastrophe, quoi. C'est plus du tout accessible au clavier. Et ça, on le croise encore malheureusement souvent. D'ailleurs, pour la petite histoire, là, mon formulaire, j'avais fait un truc tout moche avec juste du HTML. J'ai demandé à Claude de me mettre des styles un peu plus jolis. Et Claude, il m'a viré le outline en direct. Donc bref, on le retrouve souvent. Alors que pourtant, maintenant, on a une pseudo-classe CSS qui permet de gérer ça. On peut, là, si je clique sur mon bouton, il n'y a pas de bordure qui se passe. Ok, j'ai cliqué. Par contre, j'ai défini un style qui s'affiche que quand je navigue au clavier sur mon bouton. Un magnifique style vert pointillé. Voilà, vous apprécierez mes talents de designer, d'UI. Voilà, donc faites pas ça. Deuxième problème qu'on avait sur ce formulaire, là, les radios et les cases à cocher prenaient pas le focus, je pouvais pas les actionner. Pourquoi? Parce qu'il y avait un designer. Je sais pas s'il y a des designers dans la salle. Ok, ouais. Qui trouvait ça moche, qui voulait que les radios ils suivent la couleur de ma magnifique charte. Et donc le développeur qui a implémenté ça derrière, il n'a pas fait les choses tout à fait correctement. Parce que si je regarde le code, alors c'était pas si mal fait, ça gérait les états avec des pseudo CSS, before, after, pour faire ma petite flèche funky. Sauf que là, le champ input, il est en display none. Comme il est en display none, les technologies d'assistance, elles ne le voient pas, le focus, il ne le voit pas, et je ne peux pas l'actionner au clavier. Donc c'est complètement cassé. Alors, ah oui, ou pas. Petit point sur les composants natifs personnalisés. Vraiment, c'est si possible à éviter. Déjà, ça va rajouter une surcharge de travail parce que tous les éléments qui sont gérés nativement par votre HTML classique, la gestion du focus, la gestion du clavier, les menus contextuels, la compatibilité avec les techniques d'assistance, ça, vous êtes obligé de le recoder à la main. Donc, ça va être
beaucoup de travail, et en plus ça va faire de la dette technique. Parce que même si vous savez faire, c'est pas sûr que le développeur qui passe derrière va être capable de le maintenir, ou va même se rendre compte qu'il y avait un truc, puisque ça se voit pas forcément. Et il va tout casser. Donc c'est un risque élevé dans le temps. Et plus que ça, c'est un problème d'affordance. Petit jeu, d'après vous, ce bouton-là, je suis quoi? Il est actif ou inactif? Je suis resté connecté ou pas resté connecté? Déconnecté. Tu as gagné un carambar ou un petit pins social batterie. N'hésite pas à venir le chercher après. Oui, effectivement, il était déconnecté. Parce que ça, c'est son état connecté. Vous allez me dire, il y a des gens qui voient pas forcément les couleurs. Donc là, si je le reprends en retirant la couleur, connecté, pas connecté, ça ressemble un peu à un petit pad de souris. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. C'était quoi ça? C'est un radio ou c'est une checkbox? Ouais, c'était une checkbox. Pourquoi je vous pose la question? Parce que c'est important. La checkbox, on va l'actionner au clavier, alors que le radio, on va l'actionner avec les flèches gauche-droite. Et celui-là, oui, non. Si je clique sur la croix, du coup, ça fait non. Non, vous en pensez quoi? Ouais, alors c'était, ouais, donc là, maintenant qu'on le voit, c'était non, et là, c'est oui. Et là, c'est pas du tout. Voilà, c'est pareil si on le voit sans couleur. Donc, voilà. Et celui-là, c'était un radio. Alors que pourtant, c'est oui, non, ça devrait être un checkbox. Bon, bref. Ça, c'est un site sur un grand site de e-commerce dont je tairai le nom, où on peut faire ses courses dessus. Bref, écoutez l'utilisateur. Bah, l'utilisateur, lui, il s'en fiche. Hein. J'ai jamais vu d'utilisateur qui est venu me voir. Oh, j'ai vu un formulaire, il était trop beau, j'ai pas pu m'empêcher de le renseigner. Non, en fait, l'utilisateur, il veut juste aller vite, que ça soit facile, qu'il n'ait pas besoin de réfléchir. Si l'utilisateur il doit se poser des questions, c'est déjà qu'il y a un problème. Petit message au designer. Alors, pas pour vous, parce que vous êtes là, donc je pense que vous savez déjà. Mais un composant natif, il n'est pas moche. Il est juste reconnu, compris, prévisible. Alors, je suis pas un ayatollah du style, j'aime bien le design, vous avez vu mes magnifiques slides et mes magnifiques formulaires. Vous pouvez en plus maintenant avec CSS gérer nativement les couleurs. Donc vous pouvez mettre vos radios à la couleur de votre charte, point barre, une ligne de CSS, c'est réglé, vous touchez à rien d'autre, ça passe. Vous pouvez même, à la limite, faire une petite checkbox funky comme je vous montrais tout à l'heure. Par contre, faites gaffe, basez-vous sur les éléments HTML natifs et cachez-les de façon accessible. Donc là, c'est une petite classe Visually Hidden ou appelée aussi SR-Only qui permet de masquer visuellement un élément, mais de le laisser visible aux technologies d'assistance et au clavier. Ah, et c'est magnifique, je n'ai pas coupé mon Teams. Hop, tac. Ok, ah, puis du coup, je vous ai fait un petit spoiler. Donc bon, vous avez vu, mon clavier, il marchait pas non plus. Mon bouton, il marchait pas non plus. Parce que là, c'était pas un bouton, en fait, c'était un div avec un on-click dessus. Et j'en vois grimacer, mais on en voit encore plein des trucs comme ça. Alors, pas forcément sur les formulaires. Ça, en général, maintenant, les formulaires, ça va. Mais sur des éléments d'interface, des petits widgets, des petits machins, des div on-click, même sur des sites avec un bon niveau d'accessibilité, on en trouve. Hein. Et ça, bah, c'est catastrophique parce que c'est comme là, votre formulaire, c'est comme si vous êtes en fauteuil roulant et pour rentrer dans le magasin, vous avez mis un escalier, quoi. C'est complètement mort. Donc, j'étais là-dessus, sur mon bouton de clic. Et après, suspense, je ne sais plus ce que je vais vous raconter. Donc, on a réglé les focus. Tout marche bien. Mon bouton validé, il prend le focus. Je peux cliquer dessus. Mais comment ça se passe pour les utilisateurs de lecteurs d'écran? Donc, si tu me mets du son, on va l'écouter un peu, ce formulaire. Je vais lancer NVDA. Ok, salut Julie. Bienvenue, bien, la plus. Ok, boot, exemple formulaire. Hop, attends, je vais à terre. Avant de rentrer dedans, petite précision pour ceux qui n'ont jamais utilisé de lecteur d'écran ou qui connaissent pas trop. Nous, utilisateurs qui voyons, on va naviguer de façon, on va pouvoir voir d'un seul coup la page et on va, si on navigue au clavier, on va naviguer avec Tab, Shift Tab à travers les éléments interactifs. Les utilisateurs de lecteur d'écran, bah déjà, ils ne voient pas la page. Et donc, s'ils pouvaient naviguer que à travers les éléments interactifs, bah, ils verraient que les boutons, les champs de formulaire, ils ne verraient pas tout le reste. Donc, ils ont plein d'autres touches qui leur permettent de naviguer à travers les éléments sémantiques de la page, les titres, les landmarks, des choses comme ça. Bon, c'est pas le sujet du talk, mais c'était pour donner un petit peu de contexte.
certains utilisateurs de lecteurs d'écran, quand ils vont arriver sur un formulaire, ils vont parcourir les champs du formulaire en utilisant une touche dédiée, la touche F dans mon cas, pour aller de champ en champ pour voir qu'est-ce qui les attend en fait. Et donc là, si je fais ça avec ce Oui, formulaire, HTTP. que j'appuie sur la touche F pour aller voir les champs, Clickable principal région liste de 2 éléments bouton radio coché, bouton radio non coché, édition multiligne. Liste de 2 éléments bouton radio coché, bouton radio non coché, édition autocomplétion, édition autocomplétion, édition autocomplétion, édition autocomplétion. donc là en fait on entend qu'on peut éditer, mais quoi? Alors vous allez me dire, ouais, mais Édition c'est autocomplétion. pas le seul mode, je peux naviguer linéairement. Adresse. Email. Alors là, à la limite, cachez vos yeux, cachez vos yeux, fermez les yeux, pardon. Édition autocomplétion. Prénom. Édition Vous autocomplétion. avez bien le label, mais si vous voyez pas, ça devient très compliqué de savoir quel champ est relié au label. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, Quitter NVDA dialogue. hop, c'est que les champs étaient mal reliés à leur label. Alors ça paraît simple. Pourtant, il y a une étude je ne sais pas si vous connaissez, je vous la recommande, qui est très instructive, de WebIM Million Report. Ils ont pris 1 million de pages, les plus grosses pages. Ils ont lancé des outils automatiques dessus et ils ont regardé les erreurs qu'ils pouvaient trouver de façon automatique. Et ils ont trouvé sur 48% du million de sites, des sites avec des champs sans label. Et des labels et des relations mal étiquetées entre les champs et les labels. Et on le voit, plutôt on l'entend, le résultat c'est catastrophique. En plus, c'est pas trop pardonnable parce que ça c'est un des rares trucs qu'on peut automatiser en accessibilité. Là, si je lance Axe par exemple, qui est un outil de test automatique, et ben, il me détecte que j'ai 12 champs qui n'ont pas de label et il me les montre. Donc ça, en fait, l'accessibilité, c'est compliqué, il y a plein de trucs. Tout ce que vous pouvez automatiser, il ne faut pas s'en priver, quoi. Donc il y a Axe, il y a aussi Tanaguru, je vous conseille fortement. Et puis ces outils-là, Axe, on peut le mettre dans le navigateur, on peut le mettre dans son IDE, on peut le mettre sur le CI/CD. Donc bon, voilà, il faut en profiter. Voilà, donc comment on associe les labels? J'ai oublié de vous dire. Soit on inclut directement le champ dans la balise label, c'est ce qu'on appelle une association implicite. Soit on relie le label au champ à l'aide d'un attribut fort relié à un ID. Les deux façons sont valides. Moi, je vous conseille plutôt la deuxième. Pourquoi? Parce qu'elle va être plus robuste avec les différentes technologies d'assistance. Et puis en plus, petit bonus, ça sera plus facile de styler les trucs parce que c'est pas imbriqué. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu comme horreur après? Oui, alors un autre truc, donc ça c'était réglé. Je vais vous le faire entendre avec la relation, et puis je vais en profiter pour vous faire écouter autre chose. Hop. Ouais, vous pouvez fermer les yeux. Bienvenue dans exemple formulaire. Clickable principal région liste de 2 éléments un projet bouton radio coché. Liste madame nom et prénom édition autocomplétion. Adresse email édition autocomplétion. Donc là pour les champs maintenant c'est bon, on sait à quoi on a affaire. Mais un petit truc qu'on pourrait améliorer, je vais vous faire écouter si je vais un petit peu plus loin. Accessibilité case à cocher non coché. Accessibilité case à cocher non coché. Vous pouvez regarder. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, j'ai une case à cocher. Accessibilité, elle est bien reliée, tout va bien. Par contre, en fait, j'en avais deux et elles étaient dans des groupes différents. Donc, on n'avait pas le contexte du groupe. Et donc, pour ça, en fait, on peut le faire. Accessibilité en action, rendre vos formulaires utilisables partout. Hop là. Ah, c'est pas les mêmes touches en plus. Voilà. Non. Ferme, exemple formulaire. Quitter NVDA dialogue. Donc ça, comment on fait ça? On utilise un regroupement de champs de même nature. Ça se fait avec la balise. Et mais toujours pas mon team. Je vais mettre en nom. Hop là. Hop là. Ne pas déranger. Hop. On utilise la balise fill-set qui va regrouper les champs, qui va englober les champs à regrouper, légende qui va les nommer. Et comme ça, avec le lecteur d'écran, on va récupérer tout le contexte. Je vous ai montré les checkbox au début, mais c'est aussi valable pour les boutons radio. Pour tous les regroupements, en fait, votre demande, c'est déjà un regroupement de champs. Donc si je regroupe tout ça, ok, ça doit être bien. Bienvenue. Ok, boot exemple. Ok.
Clickable principale région votre demande groupe objet groupe liste de 2 éléments un projet bouton radio coché. Là, on a bien eu tout le contexte, votre demande, l'objet, on a tout ce qu'il faut. C'est nickel. Quitter Ok, ben, c'est nickel. quitter que quitte liste Hop là. groupe ferme quitter Juste un petit truc, je sais pas si vous avez vu le bouton. Il vous plaît le bouton ou pas? Pardon, excusez-moi. J'ai bientôt fini avec les lecteurs d'écran, vous inquiétez pas. Bouton, valider. Je sais pas. Valider quoi? Quand je valide, je vais avoir une étape après. Il va juste vérifier mes données. Je sais pas trop ce qui va se passer en fait. Musique d'attente. Je vais lancer Julie qui va m'expliquer les trucs. Non, en fait, là, mon bouton, il n'est pas explicite en fait. Les boutons, ils doivent indiquer clairement l'action qui va être réalisée. On va envoyer, on va faire une recherche, et il faut éviter les ambiguïtés comme OK ou valider. Là, le bouton OK. OK. Bref, ça va réduire les erreurs et les hésitations, et ça améliore la compréhension pour tout le monde. Là, si je reprends mon formulaire, je fais envoyer la demande de contact, c'est quand même beaucoup plus clair. Ok, ah, non, j'aurais dû faire un truc avant. Donc, ok, je vais cliquer sur mon bouton. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a deux trucs qui se passent. Je sais pas si vous voyez les deux erreurs là qu'on constate. Comment? Comment? Il y a le changement de focus, mais alors c'est juste comme ça. Je vous le mets là. Ouais. Voilà, premièrement, on n'était pas obligé de on n'était pas indiqué qu'il y avait. Enfin, c'était pas indiqué qu'il y avait des champs obligatoires. Et le deuxième, voilà. Alors c'est que peut-être tu anticipes sur ce que je vais montrer. Euh, voilà, c'est que l'information est passée uniquement par la couleur. Donc là, si je simule une mauvaise mission, bah, on voit plus du tout ce qui était incorrect ou pas. Donc ça, c'était le premier point. Il y a des personnes qui ne distinguent pas correctement les couleurs. Il y a notamment 0,4% des femmes en France et 8% des hommes qui sont daltoniens. Je vous conseille, il y a un super talk du Devox sur le sujet que je vous ai mis dans les ressources. Donc voilà, l'information ne peut pas être uniquement par la couleur. Et aussi, les champs obligatoires doivent être clairement affichés en amont. Donc là, j'ai affiché les champs en amont. J'ai bien mis que c'était des champs obligatoires. La petite étoile. J'envoie ma demande. Ah non, je suis toujours pas bon. Tac. Voilà. Veuillez renseigner ce champ, veuillez renseigner ce champ, veuillez renseigner ce champ. Comme les boutons tout à l'heure, c'est pas assez explicite. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Bref, je voulais refaire passer le lecteur d'écran, mais je vois que certains en ont marre. Si j'avais passé avec le lecteur d'écran, non, c'est pas grave. Si j'étais passé avec le lecteur d'écran, il m'aurait redit tous les noms, mais il m'aurait pas dit que c'était obligatoire. L'Astérix, en fonction, alors je sais plus si c'était avec Firefox ou si c'était avec Chrome, mais il y en a un des deux, il me le dit carrément pas l'Astérix. Donc c'est pour ça que on a l'obligation aussi, qu'on est obligatoire de le dire visuellement, mais aussi de le dire aux autres utilisateurs avec un attribut required. On rencontrera le d'écran tout à l'heure quand il y a tout en required, il dit c'est obligatoire. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les messages d'erreur doivent permettre d'identifier nommément les champs concernés. Alors, on va le remontrer. Je vais fermer ça. Voilà, là, c'était bien indiqué nommément. Euh, continue, je vais essayer de renseigner un truc là. Et là, il m'indique, ah, ton format de numéro client, il n'est pas correct. Ça, c'est encore un problème, encore une obligation qu'on avait dû faire, c'est que les champs avec un format obligatoire doivent être indiqués avant, et on doit avoir un exemple de saisie valide. Je le refais, format attendu. Si je mets un mauvais champ, il me donne un exemple.
Donc tout ça, c'est un peu laborieux, hein, ça fait vraiment une grosse checklist, mais c'est que des choses qui ont un vrai impact sur l'utilisateur. Euh, D'ailleurs, ah oui, non. D'ailleurs, avant de faire un petit récapitulatif, on va écouter une dernière fois le lecteur d'écran sur cette chose-là. Alors, je vais me mettre en erreur. Ok. Bien. Exemple fort F. Fort. Ok. Ex- Ah. Hum. Vos coordonnées groupe civilité groupe liste de 2 éléments monsieur bouton radio coché obligatoire. Donc déjà, vous entendez qu'il m'indique que c'est obligatoire. Par contre, si je vais sur mon numéro Madame, client, nom prêt, nom de téléphone, on format, était là. numéro client, format attendu, 6 chiffres, édition obligatoire, entrée invalide, autocomplétion, le format de votre numéro client est incorrect. Exemple, 231 598 WXWX. Quitter NVD. Donc là, c'est une faute de démo. Normalement, il n'aurait pas dû m'indiquer que le format du numéro client est incorrect. Parce qu'en fait, nativement, on n'a pas de balise HTML qui permet de relier les erreurs à un champ. Autant on peut faire un label for, comme on a vu tout à l'heure, autant on n'a pas de balise error pour lesquelles on dirait for. Pour pouvoir faire ça, là, ce qu'on a entendu, c'était déjà corrigé, je m'en excuse, on va avoir besoin d'ARIA. ARIA, c'est quoi? C'est Accessible Rich Internet Application. Désolé. Euh, c'est une spécification du W3C qui va nous permettre de donner du contexte aux technologies d'assistance. ARIA, il va avoir aucune fonctionnalité, il va juste étendre les possibilités pour informer les utilisateurs. Il va permettre de dire, préciser l'état de certains composants. Il va permettre de relier des choses comme on a entendu. Il va donner du contexte aux utilisateurs. Par contre, ARIA, c'est un peu mon meilleur ennemi pour l'accessibilité. Parce qu'un peu comme on disait tout à l'heure, c'est pas visible, donc il faut le tester. Et avec ARIA, le risque qui s'est mal maîtrisé, c'est de se retrouver avec de la dette, des choses qui marchent pas, ou même on essaye de bien faire les choses et on complique, on casse encore plus de choses. J'aime bien comparer, c'est un peu comme les épices quand on cuisine. Les épices, t'en mets un petit peu dans ton plat, ça le sublime. Si t'en mets trop, ça devient immangeable. Donc avec ARIA, c'est bien, mais il faut faire attention. D'ailleurs, la première règle d'ARIA, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est pas tout à fait ça. La règle dit, si tu peux le faire autrement avec des choses natives, fais-le avec des choses natives. Donc, ce que je vous ai fait écouter là, qui était corrigé, j'ai utilisé deux trucs qui sont assez safe. Il y avait l'attribut ARIA invalide égale true et ARIA discard by qui permettait de créer la relation entre le champ d'erreur et son formulaire. Rapidement, il y a encore un truc qui est obligatoire, c'est l'autocomplete. L'autocomplete, c'est ce qui me permet, quand je suis ici, de faire du remplissage automatique de champs. Donc ça, c'est aussi un truc qui est obligatoire. Hop, je ne l'ai pas mis. Ça va être utile pour plein d'utilisateurs. Tous les utilisateurs qui ont des handicaps moteurs ou autres, ça peut être laborieux de renseigner des champs. Donc ça va leur éviter de devoir faire ça. Mais pour tout le monde, en fait, ça va permettre d'aller plus vite, de réduire les erreurs de saisie. Voilà, on est vraiment sur l'archétype de choses qu'on fait pour l'accessibilité, mais qui est bénéfique à tous les utilisateurs. Petit récapitulatif. On souffle un coup, ça fait beaucoup de choses. Ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait utiliser des labels visibles, placer les labels au plus près des champs, associer chaque champ à son label, vérifier la navigation au clavier et la visibilité du focus, indiquer les messages obligatoires, lier les messages d'aide et d'erreur, préciser les formats attendus et proposer des corrections, utiliser autocomplete. Vous avez dit au début, un champ, un formulaire, un champ, un label, c'est simple. Non, en fait, c'est compliqué. Et on n'a pas fini. Là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, j'avais du JavaScript qui m'affichait les messages et tout, mais en fait, on peut aussi utiliser la validation native HTML. Là, j'ai retiré le script, et si je valide, ah bah non, hop, je suis pas sur le bon formulaire, voilà, c'est celui-là. Si je valide, hop, j'ai un message HTML qui m'indique que je dois compléter le champ. De la même façon, hop, si mon format client il est pas bon, il va me le dire.
Donc ça peut paraître une bonne idée, mais tout seul comme ça, c'est pas suffisant et c'est pas recommandé. Pourquoi? Déjà là, je pense que vous le voyez, l'étiquette elle est toute petite par rapport au texte, ça va pas suivre le zoom, ça va pas être personnalisable, alors qu'il y a des utilisateurs qui ont besoin de personnaliser les polices, les couleurs, les tailles d'écran, tout ça, ça va pas marcher. Ça va pas être dans la langue de la page. C'est-à-dire si ma page là elle est définie pour être en français, mais que je consulte ça sur un ordinateur dont le système est en allemand, il va me mettre les messages en allemand, donc ils ne seront pas dans la bonne langue. Donc bref, c'est pas à utiliser seul, même si c'est cool. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser en plus la Constraint Validation API. Qui est le pendant JavaScript de la validation HTML5 et qui va permettre de récupérer tous les états de validation HTML5 pour voir la validité des champs, contrôler les types d'erreurs. On peut définir des patterns, des regex. Bon, c'est super large. Et c'est cool, moi je vous recommande d'utiliser ça parce que c'est très robuste. Là, mon formulaire, même sans JavaScript, les erreurs valident, même si c'est pas au top, mais c'est toujours mieux de se reposer sur le HTML natif. En parlant de validation, il y a un truc important aussi, c'est à quel moment on valide. Jusqu'à présent, là sur le formulaire, j'ai validé à la soumission. Donc ça permet une mise en œuvre simple, ça évite d'interrompre l'utilisateur pendant la saisie. Par contre, ça donne un retour tardif à l'utilisateur qui peut se retrouver avec une grande liste d'erreurs à corriger. Et ça peut faire un peu peur. Et il peut y avoir un effort cognitif plus important de devoir tout corriger. Notamment les personnes âgées, ils vont voir ça, ils voient plein d'erreurs. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, c'est pas forcément idéal. Il y a une autre solution, on peut faire de la validation instantanée. Hop, c'était pas celui-là. C'est celui-là. Donc la validation instantanée, dès que je rentre dans un champ, il me dit ce qui ne va pas. Dès que je rentre quelque chose, si ça se corrige, le message se retire. Voilà, là ça ne marche pas. Tac. 3, 4, 5, 6. Hop là. Oh. Hop. Hop. Dès que c'est corrigé, l'erreur disparaît. Donc, c'est cool, parce qu'on a un retour immédiat sur les erreurs. Ça réduit le nombre d'erreurs à la soumission et ça permet d'apprendre progressivement qu'est-ce qu'on attend de nous. Par contre, un message d'erreur à chaque frappe, c'est pas de l'aide, quoi, c'est du harcèlement, quoi. C'est arrêtez de me crier dessus, quoi. C'est voilà. Il y a certains utilisateurs, comme on voyait, qui naviguent au clavier ou lecteur d'écran, qui vont parcourir tous les champs du formulaire pour voir un peu ce qui leur attend. Et quand on a de la validation immédiate, tout de suite on se fait hurler dessus. Je pense que ça vous est tous arrivé. On commence à rentrer son adresse email, c'est bien, on va la rentrer, et puis direct on a un message d'erreur. Attention, votre email n'est pas au bon format. Donc bon, ça peut générer du stress. C'est un peu, souvent c'est un peu trop précoce. On a une autre solution qui va être la validation différée. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est un peu moins violent. On déclenche la validation quand on sort du champ. Voilà, donc là, si je mets un truc, j'ai pas de message d'erreur. Mon numéro client, il me dit rien, sauf quand je sors du champ où il me dit que c'est pas le bon format. Donc ça, c'est un bon compromis entre le retour rapide et le confort de saisie. Et c'est moins intrusif, quoi. On se fait moins hurler dessus. Par contre, du coup, les erreurs elles disparaissent qu'à la sortie du champ. Donc c'est un peu moins quand on corrige l'erreur, on est obligé de sortir pour voir que c'est bon. Donc ça peut créer un doute en fait. Donc voilà. Et puis j'ai pas parlé d'ARIA non plus et des lecteurs d'écran. Ça demande aussi une gestion fine de la restitution des messages d'erreur. Vous montrer, pour moi, la validation la plus efficace. On va aborder un autre souci. Souvent, quand on commence à mettre en place de la validation différée ou de la validation aux sorties de champ, on voit souvent des trucs comme ça. Des boutons qui sont disable. Et ça, les boutons qui sont disable, ça pose aussi plein de problèmes, quoi. En fait, un formulaire, c'est pas un escape game, quoi. Je pense que vous êtes tous déjà retrouvés. Vous avez un formulaire,
le bouton il est disable, vous savez pas pourquoi, vous savez pas si vous avez mal rentré un champ, vous savez pas si c'est juste un bug du formulaire, et vous êtes là, vous vous prenez la tête. Alors que pourtant, a priori, vous êtes valide, enfin, je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment très problématique. Alors les personnes qui sont en situation de handicap, ça peut être encore pire. Les boutons disable, en plus, les contrastes, par défaut, ils sont pas suffisants. Pour les lecteurs d'écran, dans pas mal de cas, ils seront même invisibles, ils seront pas annoncés. Bref, quoi, l'utilisateur, il sait pas ce qui bloque, faut l'aider, en fait. On n'est pas là pour jouer aux devinettes, quoi. Donc, les boutons d'action, ils doivent être toujours actifs. Aidez vos utilisateurs, prenez-les par la main, quoi. Laissez vos utilisateurs cliquer, et puis s'il y a une erreur, vous l'amenez à l'erreur, et puis vous lui donnez un message clair, comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un peu un mix de tout ça. C'est-à-dire qu'on affiche les erreurs uniquement si l'utilisateur a déjà interagi avec le champ. Par contre, s'il corrige une erreur, on lui indique directement. Et puis, bien sûr, le bouton, il reste toujours actif, quoi. Hop, voilà. Donc là, si je clique dessus, si je le parcours en tabulant, il me dit rien. Si je fais une erreur, il me le dit. Par contre, hop là, dès que je valide, hop, le message disparaît. Mon bouton, hop, mon bouton d'action, il est toujours valide. Si je clique dessus, il m'amène à la erreur. Voilà, ça c'était la mix validation. Ok. Alors maintenant, mon formulaire, je vais essayer de bien le renseigner et de voir ce qui se passe. Ok. Alors c'est important, regardez bien le bouton d'envoi de demande de contact. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Peut-être pas. Je voulais faire le clown pour vous dire, pour vous ratiez le truc. Là, qu'est-ce qui se passe? On a eu un magnifique toaster. D'ailleurs, si je clique plein de fois, je me retrouve avec un mur de toaster, voilà, qui m'affiche une erreur super. Bref, et alors là, je vais devoir tous les fermer pour aller à la suite. Là, c'était un message d'erreur. J'aurais pas dû cliquer plein de fois. Ok. Ouais, c'est le même. Là, c'est un message d'erreur. Pour donner un petit peu plus de contexte, là, j'ai mis ça dans un magnifique site internet. Et ce coup-ci, on va le faire valider. Ça, c'est malheureusement un truc qu'on voit aussi assez souvent. Hop, tac, hop là. Regardez-le, il va passer. Hop là, opération réussie. On se retrouve sur la page d'accueil. On a eu un toaster vite fait. Et voilà, il suffit qu'on ait une vision réduite, qu'on soit gêné à ce moment-là. On n'a pas vu l'information passer. Les toasters, c'est vraiment un problème. Déjà, rien que le nom. En fait, il faut jamais laisser un développeur qui a faim nommer les choses. Rien que le nom, c'est pas accessible. Toaster, c'est un truc visuel, du petit truc qui saute. Si vous êtes aveugle, vous voyez pas ce que c'est. Si vous avez des soucis d'autisme et que le second degré, ça vous parle pas, bon, c'est pareil, c'est complètement cramé. Donc rien que le nom, ça pose problème. Et puis, comme on l'a vu, c'est inadapté aux troubles de la vision. On peut le manquer, tout le monde peut le manquer. C'est problématique pour les personnes âgées. Souvent, c'est mal codé pour les lecteurs d'écran. Moi, j'en ai testé là pour faire mon truc. J'ai testé 5 ou 6 librairies. Je crois 7. Sur les 7 librairies, on avait 2 qui permettaient de mettre le focus sur les toasters et une seule qui les vocalisait au lecteur d'écran. D'ailleurs, en parlant du focus, c'est super complexe à gérer parce que si vous avez votre toaster qui arrive, alors ce que je vous conseille quand même, si vous en faites, c'est de ne pas les cacher. Donc, il y a un bouton fermé. Mais comment vous y accédez? Dans votre DOM, il est avant, il est après. Ça veut dire que vous allez devoir vous tabuler toute la page pour y arriver. Si vous avez trouvé le bon sens, que vous arrivez sur le bouton, vous le fermez, c'est-à-dire que vous devez trouver tout votre parcours pour retourner où vous étiez. C'est un cauchemar à gérer. Minimum vital si vous devez en faire, mais je ne vous conseille pas d'en faire. Il ne faut pas les fermer automatiquement. Il faut qu'ils soient explicites en tant que tels. Ils ne doivent pas contenir d'informations essentielles. Et puis, ils doivent être atteignables au clavier et annoncés aux technologies d'assistance. Moi, je ne vous le conseille pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, il y a GitHub qui les a supprimés complètement de son design system, qui dit les toasters, c'est pourri, maintenant on arrête, on fait autrement. D'ailleurs, petite démo. Si je reprends mon truc et que je fais un message d'erreur, ça c'est à peu près les recos. Voilà. Tac. Mettez l'erreur dans le contexte. Là, je vois bien l'erreur. J'ai gardé mon focus sur le bouton d'envoi. Je ne vous le fais pas au lecteur d'écran, mais l'erreur est vocalisée.
donc automatiquement je sais où je suis. Dans le cas d'une page de succès, bah, faites une page de succès en fait. C'est pas, voilà, on a plein d'outils quoi. C'est pas compliqué de mettre une page. Wouh, votre demande a bien été envoyée. Vous pouvez même faire des rebonds derrière. C'est plus simple. Voilà, c'est quand même. D'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc, du titre de la page. Je sais pas si vous avez vu le titre précédent. Je suis passé un peu vite. C'était demande de contact. Et là, j'ai bien précisé demande de contact envoyée. C'est un point essentiel, souvent qu'on rate quand on fait des pages de validation, c'est qu'on oublie de changer la page, le titre de la page. Or, chaque titre de page doit être unique pour les utilisateurs. Hop, 9 minutes. Donc voilà, donc les écrans de validation, si vous avez un changement d'URL, donc il faut aussi remettre le focus en haut de page. Il faut mettre à jour le title. À l'inverse, si vous êtes sur... Ah, je ne l'ai pas mis. Si vous êtes sur une SPA, il faut garder le focus à un endroit logique et annoncer le texte de changement. Le titre de la page, ouais, pour rappel, il doit contenir le nom du site, il doit être explicite, il doit être unique, etc. etc. Voilà, il était là le slide sur les écrans de validation. Le message doit être de succès doit être vocalisé et il faut faire gaffe au focus. On se retrouve souvent avec des problèmes sur les SPA où on valide un truc, le bouton qu'on a validé il n'existe plus. Qu'est-ce qu'on fait du focus quoi? Donc il faut bien faire attention et bien tester. En parlant de gestion du focus, on va aller un petit peu plus loin parce que mon formulaire, les designers ils doivent se dire pourquoi il fait un truc si long comme ça? T'aurais pu le découper en étapes. C'est vrai. Alors là, bon, en vrai, mon formulaire n'était pas si compliqué que ça passait. Mais dans le cas, par exemple, d'un panier un peu complexe, si je vous avais fait un formulaire avec toutes les étapes du panier, ça aurait été un truc à rallonge complètement indigeste. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de faire bien attention au focus pour gérer le parcours du client. Donc typiquement, on doit indiquer clairement l'étape en cours. On doit permettre de revenir facilement à l'étape précédente avec un bouton explicite. Il n'est pas disable, il est juste mal designé. Voilà. On doit gérer avec cohérence le focus. Donc là, typiquement, ouais, je résiste pas, désolé à vous le faire écouter avec un lecteur d'écran. Là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Demande d'objet groupe. Message. Étape suivante. Boot. Étape 2 sur 4. Vos coordonnées groupe. Étape 2 sur 4. Vos coordonnées. Là, ce que je fais entre chaque étape, je ramène le focus au niveau du fil 7, où je lui ai mis un tab index pour qu'il puisse prendre le focus. Et donc, je sais à quelle étape je suis quand je navigue et je ne suis pas perdu quand je suis au lecteur d'écran. Point important aussi sur le multi-étape, c'est... Ah mince, je vais être obligé de le renseigner. Donc là, vous voyez, je fais de l'erreur au fur et à mesure. C'est le même principe que tout à l'heure. Par contre, là, mon installer, il ne va pas marcher. Je vais le faire à la main. Hop. Ok. Ok. Comme ça, ok. Tac. Et un dernier truc à pas oublier, faites un récapitulatif avant de soumettre les informations. C'est important. Je sais pas s'il marche. Ouh, et il marche même, mon formulaire. C'est magnifique. Donc voilà, ça c'était s'il n'y avait pas de changement d'URL. Si vous êtes plus en mode SPA avec une page qui ne se recharge pas, ah non, c'était l'inverse, excusez-moi. Là, c'était avec sans changement d'URL où on gère le focus. Même si vous avez des changements d'URL entre les pages, par contre, il faut ramener le focus en haut de page. Il faut changer le titre de la page, toujours, pour avoir l'étape courante. Et après, c'est la même chose que en SPA. Ok. Donc ça c'est bien. Tout à l'heure j'ai un peu bâché sur les composants custom, mais il y a quand même des fois où le HTML malheureusement il propose pas tous les outils d'interface auxquels on est habitué. Je pense par exemple à un Celeb Custom avec des checkbox ou des trucs comme ça qui sont passés dans les habitudes d'utilisation. Je fais une petite démo, je parle d'un composant comme ça. Bon, ça, c'est des composants qui sont courants maintenant, on peut plus trop s'en passer dans les interfaces, mais du coup, ça demande un petit peu
ça rajoute de la complexité pour pouvoir les coder de façon accessible. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous baser sur des patterns existants. Là, je croyais que j'avais une petite démo, mais je ne l'ai pas mis. Bref, ce qui est important, c'est de faire toujours attention, comme on a vu, de toujours tester, d'utiliser une sémantique correcte, de le tester au clavier, de l'écouter avec un lecteur d'écran. Je vois que tu aimes bien les lecteurs d'écran, donc tu sais que tu peux le... Je sais pas si c'est sur Mac ou PC, mais là... Comment? Mac? Ah bah t'as déjà VoiceOver, donc même pas besoin d'en installer un. D'accord. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Il y a NVDA qui est gratuit sur Windows. Et si vous êtes sur Linux, il y a Orca, qui est un peu rude, mais ça marche quand même. Donc, testez. Vérifiez bien qu'il y ait des annonces et des états annoncés, mais vérifiez bien que les messages d'erreur soient bien annoncés. Bref, testez, essayez de vous baser sur les patterns. Je vous ai mis en ressource les patterns du W3C. Je vous ai mis un pattern là, justement d'un combo box select de chez DQ qui est pas trop mal. Voilà, il faut tester. Avant de finir, on va parler d'un dernier petit truc. C'est les CAPTCHA. Voilà, cliquez sur le cliquez sur le passage clouté. Ok. Un autre que j'ai eu dans le train là en venant. Alors c'est pas celui-là, parce que celui-là, bon, il est relou, mais c'est pas ça. C'est si je suis aveugle et que je veux écouter la version audio. C'est pas un montage, hein. Voilà, c'est vraiment ce qu'il m'a fait. J'en ai au moins 3 ou 4 exemples comme ça, il me les a fait tous à la suite. C'est clair qu'il me l'a dit, je te rends compte. Voilà. J'en ai un autre comme ça, un carambar à gagner. À votre avis, c'est quoi le code de vérification? Quelqu'un veut se lancer? Non, c'était Z5F34JVD. Voilà. Un autre, alors je vais faire juste le audio. Il est moins pourri que celui de Google. A, V, L, K, B, 2, S, I. On le refait. A, V, L, K, B, 2, S, I. Ah, tiens, alors c'est marrant parce que il y a la transcription qui me dit ABLK. Et en plus, c'est pas ça, parce que c'était AVLKB2SX. Bref, vous voyez le problème, c'est l'obstacle numéro 1 pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. Comme tout à l'heure, le bouton, ça bloque totalement. Voilà, vous laissez vos utilisateurs à la porte, alors qu'en fait, en plus, c'est pas à lui de gérer la sécurité de votre site. En fait, vous n'avez pas à transférer les problèmes de sécurité sur les utilisateurs. C'est à vous de gérer ça. En plus, maintenant, c'est résolu industriellement. Déjà, les IA savent faire ça mieux que nous. Des fois, moi, je suis obligé d'aller lancer une IA pour qu'elle me trouve le code à la place. Et sinon, il y a même des fermes d'humains qui résolvent les CAPTCHA manuellement. Donc en fait, ça sert à rien, ça impacte juste les utilisateurs. En plus, alors je parle même pas de reCAPTCHA là qu'on a vu tout à l'heure, les problèmes les enjeux RGPD qu'il y a derrière. Si vous avez envie de donner vos données à Google voilà, en insérant leur CAPTCHA dessus, ça vous regarde. Bref, et ça devient un peu pertinent face aux attaques modernes. Donc stop, arrêtez avec les CAPTCHA. Bref, en plus, ouais, là, il y a le WCAG 2.2 et la norme EN 301-549 qui va vers une fin progressive des tests cognitifs. Bref, utiliser des solutions alternatives, détecter l'abus plutôt que de tester l'utilisateur. Il y a plein de techniques. Alors, je suis pas spécialiste en sécurité, mais si vous mettez des CAPTCHA, les personnes qui vous les imposent devraient être au courant de ça. Il y a des validations multi-appareils, il y a des honeypots, il y a des filtres anti-spam, il y a du WAF, il y a du proof of work. Il y a plein de choses qui permettent de faire ça sans embêter l'utilisateur. Bref, conclusion. Les formulaires, ça semble simple, mais en fait, on le voit, c'est super compliqué. Là, sur les 13 critères du RGA et d'Opquast, je n'ai pas tout traité. Il y aura encore d'autres choses à traiter. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment tester et encore tester. Si vous pouvez tester avec des utilisateurs en situation de handicap pour détecter les problèmes. Il n'y a pas de solution universelle, en fait, chaque personne est unique. Et pourtant, chaque personne mérite une bonne expérience utilisateur. Je vous remercie, j'ai mis plein de ressources dans les slides que vous trouverez à la fin.
Et vous pouvez laisser des feedbacks et retrouver les slides à cette adresse. Merci. C'est bon. Je sais pas si on a le temps pour des questions ou. Comment? Et vous pouvez venir chercher des carambars. J'ai aussi des petits badges social batterie pour ceux qui veulent, pour vous remercier d'avoir subi 50 minutes de formulaire, de RGA et de lecteur d'écran. Moi, ça me fait chaud au cœur. Je suis fier de vous. J'ai vu personne s'endormir en plus. C'est cool. Merci.